le BIM nous permet à la fois de collaborer, de concevoir, mais aussi d'anticiper. Mais plein écran. Voilà, tout cela pourquoi? C'est pour arriver à un but donné, c'est pour rendre les constructions plus vivantes, rendre effectivement le travail collaboratif plus facile et créer effectivement le confort dans le travail et même dans l'exploitation du bâtiment. Donc, tu peux mettre en plein cela écran, nous a... Tu peux mettre en plein écran, le PowerPoint en plein écran. OK. Cela nous permet effectivement d'aller vers l'application de ces outils, de ces process, effectivement, au secteur du génie civil et des infrastructures BTP. Donc, qui aujourd'hui, grâce à quoi, nous oriente vers le thème qu'on appelle les bâtiments intelligents et villes intelligentes ou Smart City. Alors, le terme Smart City ne date pas d'aujourd'hui. Elle est apparue, en fait, le concept est apparu dans le 19e siècle, qui veut tout simplement dire une convergence entre les concepts IoT, la combinaison avec les appareils mobiles, les logiciels, les interfaces utilisateurs et les réseaux. Cela voudrait dire qu'il y a effectivement 3 points sur lesquels il faut voir. Comme ça a été déjà expliqué, il y a le facteur convergence collaborative. Donc, ce facteur permet à la fois aux concepteurs, des architectes, des ingénieurs et même des acteurs qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les propriétaires effectivement des bâtiments, de participer à la phase de construction. Les prestataires extérieurs, c'est toutes les entreprises qui apportent leur expertise, de participer à la phase conception et même l'exploitation. Après cette partie, c'est comment maintenant intégrer les outils qu'on vient de voir dans la planification. Donc, tout ça se fait par une collaboration entre les acteurs. Au lieu d'attendre que nous finissions de construire, faire le plan, envoyer à telle personne, c'est-à-dire telle entité située à tel niveau, pour qu'elle apporte effectivement son expertise et voir des modifications, on le fait en temps réel. Donc, on planifie déjà qu'est-ce qui peut advenir dans le futur en intégrant effectivement les outils et tout cela dans une seule interface, les interfaces utilisateurs. Et la troisième phase, c'est la phase exploitation. Donc, la phase d'exploitation, quand on a fini de construire, il faut aussi anticiper sur comment les ouvrages vont évoluer, comment effectivement ces ouvrages vont être gérés et comment on peut remédier à d'éventuels défauts. Donc, cela nous amène effectivement à renforcer encore des équipements avec les outils IoT, notamment d'autres capteurs. Donc, cela nous amène à tout ce phénomène aujourd'hui démotique. Ce que tu veux dire, Jean, ça veut dire que l'IoT intervient en phase d'exploitation, c'est bien ça? L'IoT, effectivement, intervient en phase d'exploitation. On le planifie en phase de construction, mais c'est en phase d'exploitation, c'est utile. Donc, j'en viens. Quand on prend l'IoT dans les ouvrages, restons dans le cadre du bâtiment, c'est les smart houses, donc les smart buildings, donc les maisons intelligentes. C'est tout ce qui est équipement ou appareillage intégré dans le bâtiment qui permet effectivement de contrôler le fonctionnement du bâtiment, tant sur le plan confort, tant sur le plan fonctionnel. Voilà. Donc, sur le plan confort, c'est qu'on peut aujourd'hui utiliser des capteurs qui permettent de réguler les températures ambiantes dans les bâtiments, qui permettent de réguler la consommation énergétique et qui permet effectivement de réguler la qualité de l'air. Et nous savons que la qualité de l'air, quand elle est mauvaise, effectivement, cela peut créer des phénomènes physiques qui peuvent détériorer l'enveloppe du bâtiment. Donc, c'est des moisissures et autres. Donc, l'Internet des objets peut améliorer tout ça. Et également, tout ce qui concerne l'équipement du bâtiment. Donc, c'est voilà, les cuisinières, les gazinières, tout ça, etc. Au niveau des infrastructures, on a aussi les infrastructures routières où on intègre les capteurs, effectivement, pour aujourd'hui réduire la consommation d'énergie. C'est-à-dire, au lieu de laisser les poteaux électriques qui, par exemple, qui augmentent, au fait, qui éclairent les routes quand il n'y a pas de véhicules qui passent. Donc, les capteurs permettent de détecter la présence des véhicules et de faire allumer, comment je peux dire, les éclairages au moment du passage. Donc, ça nous fait
économisé et ça rend l'ouvrage fonctionnel. Et également, on peut parler même au-delà de tous ces facteurs et ouvrage, survie de l'ouvrage, on peut parler même de la phase construction dans la planification, dans la coordination des travaux. Je fais une illustration sur cet aspect parce que ça, c'est très utile, par exemple, sur le continent. Aujourd'hui, nous savons que sur les chantiers, il y a pas mal d'accidents, notamment à cause des manques de communication ou engendrés par le bruit ou manque de coordination entre les équipements, les équipementiers et entre effectivement les équipes qui travaillent. Alors, on peut réfléchir, comme le fait une start-up qui s'appelle CAD 42 en France, ils essaient d'équiper les machines, effectivement, des machines, des tracteurs et ainsi de suite, qui roulent sur les chantiers avec des capteurs qui donnent des informations sur l'approche également d'un ouvrier. Et les ouvriers ont des récepteurs pour comprendre jusqu'à quel rayon ils sont en situation de danger. Donc, cela nous permet effectivement d'éviter les accidents qui peuvent se produire parce que les accidents dans les constructions sont assez graves parce que, mine de rien, c'est les fractures ou c'est, voilà, pour être un peu brut, c'est les décès. Donc, cela peut permettre d'avoir une visibilité effectivement sur le flux, la gestion du flux. Après, il y a également tout ce qu'on appelle contrôle du vieillissement des ouvrages. Par exemple, au Japon, à cause du séisme, ils n'ont pas le choix parce que le Japon est un pays effectivement très exposé aux facteurs naturels. Donc, quand ils construisent les ouvrages, vu que dans la construction, on a étudié les modèles qui font qu'on peut effectivement, à travers les contraintes, c'est des efforts qui permettent de dire effectivement à telle charge, on atteint la phase critique pour effectivement dire l'ouvrage peut supporter ou pas la charge. Donc, comme ils sont exposés, ils essayent d'installer des capteurs au niveau des ponts, au niveau, par exemple, des ouvrages hydrauliques pour prévenir les centres d'exploitation, donc qui sont munis d'interfaces utilisateurs, des potentiels vieillissements afin d'anticiper les accidents, ce qui les permet d'anticiper effectivement les évacuations. Donc, en parallèle, en Afrique, ça c'est très intéressant parce que je me rappelle qu'il y a, par exemple, chez moi en Guinée, tant qu'un pont ne s'est pas écroulé, on n'intervient pas pour changer. Et pourtant, aujourd'hui, on attend que l'accident se produise avant d'intervenir, donc le médecin après la mort. Et pourtant, on peut contrôler effectivement à travers les capteurs, donc les informaticiens peuvent concevoir des capteurs. En France, par exemple, tous les ponts aujourd'hui, Herman peut témoigner, tous les ponts qui sont construits par Bouygues, Vinci et autres, les ouvrages d'art, au niveau des appuis, il y a des capteurs qui mesurent les déformations pour dire jusqu'à quel moment la déformation limite a été atteinte. Et aussi qui mesurent le vieillissement. Même si on sait que quand on dimensionne un ouvrage, on le dimensionne effectivement suivant des normes qui disent, OK, quand nous sommes dans les bâtiments, la durée de vie moyenne, c'est 50 ans, ainsi de suite, les ouvrages, c'est 100 ans. Mais il y a des facteurs externes, effectivement, c'est des charges accidentelles qui peuvent anticiper le vieillissement, qui peuvent anticiper la fatigue. Et donc, l'utilisation des capteurs peut nous permettre d'éviter tous ces écueils. Donc, faciliter effectivement la gestion, la coordination, donc le système de maintenance. Aujourd'hui, nos informaticiens en Afrique peuvent réfléchir effectivement à comment concevoir des outils comme ça, qui se passent déjà dans d'autres pays, effectivement, pour apporter des outils de surveillance, de gestion dans nos ouvrages, dans nos services d'infrastructure. Et il y a également le service immobilier. Il y a ce qu'on appelle le confort du bâtiment que j'ai aussi parlé. L'immobilier aujourd'hui est un facteur qui devient de plus en plus contraignant parce que quand les gens achètent, ils achètent non seulement en fonction des paramètres physiques et autres, mais effectivement du confort. Donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau, même le bruit du son, le bruit et autres. Donc aujourd'hui, il y a des constructeurs immobiliers, effectivement, qui investissent dans des startups qui développent effectivement des solutions IoT, donc domotiques, avant d'investir dans un secteur donné, dans un quartier, si nous sommes dans les grandes agglomérations, les startups intègrent effectivement dans leurs études sur plusieurs mois, effectivement, pour mesurer tout le confort dans ce quartier. Donc, ils mettent des capteurs dans des endroits afin de voir est-ce que la qualité de l'air est bonne, est-ce que l'isolation sonore, effectivement, est de meilleure qualité. Donc, tous ces
aspects nous donnent des données. Et ces données, effectivement, sont modélisées pour voir, effectivement, quelles sont les tendances pour les investisseurs immobiliers à valoriser leurs investissements dans tel ou tel aspect. Et cela aussi donne des indicateurs, effectivement, aux acheteurs. Donc, voici plusieurs cas d'usage qu'aujourd'hui, qu'on peut développer, effectivement, pour valoriser. Donc, absolument. Il nous reste quelques minutes. Donc, tu as une petite minute avant que je reprenne la main et on va conclure. Voilà. Donc, je disais tout simplement que, comme Kautar a dit, c'est que on n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune pour changer, pour évoluer. Le secteur du bâtiment, couplé avec le secteur du numérique, l'IoT, le BIM, nous donne plus d'opportunités aujourd'hui et plus d'aptitude à travailler. Donc, vous êtes tous invités effectivement à réfléchir aux nouveaux cas d'usage qui pourraient être développés effectivement. Donc, je te laisse la parole, Douglas. Oui, un petit mot avec. Merci beaucoup, Jean, pour ce point. J'aime beaucoup les exemples concrets, hein, les ponts, hein, effectivement, dans nos pays. On attend que le pont s'écroule et puis qu'il y ait des accidents. Donc, il faut mettre des capteurs. Erwan, je peux te laisser peut-être 2 minutes ou 3 simplement pour le DOS, s'il te plaît. Le BOSS, pardon, le Building Operating System, ce système d'exploitation qui fait le lien entre les bâtiments et puis les applications. Oui. Et ensuite, je mettrai une petite vidéo pour les développeurs qui nous suivent quand même pour voir le lien, et puis un lien pour ceux qui veulent faire un petit peu de démo. Ok. Alors, sur ce point, je voulais revenir sur le troisième objectif. Le troisième objectif qui est de montrer la convergence entre le BIM et l'IoT ou le BIM ou d'autres systèmes. Aujourd'hui, on parle de smart building. C'est quoi? La base de smart building aujourd'hui se reposera sur ce que l'on appelle le Building Operating System. Un bâtiment, c'est quoi? Un bâtiment, c'est un ouvrage que l'on construit et que l'on doit gérer avec plusieurs référentiels. Ça veut dire que dans un bâtiment, on va faire intervenir ou dans un ouvrage un peu spécifique, dans un hôpital, on va faire intervenir des outils comme de la GMAO, SME, des SSI, système de sécurité incendie, des GTB, de l'IoT pour prédire ou pour donner des services, ou des ERP qui chacun fonctionne avec des référentiels bien limités. Donc, toutes ces données, une donnée produite par une GMAO aujourd'hui ne peut pas, ou plus ou moins, explique ce que c'est que GMAO, parce que tu sais, on a des jeunes. Hein. Ce sont les jeunes qui nous regardent, cher Armand. Ce ne sont pas des personnes de. Exactement. Ce ne sont pas des personnes de chez Colas, de Vinci. Une GMAO, en fait, c'est une gestion de maintenance assistée par ordinateur. Vous voyez dans les. Oui. Alors, ce qu'on appelle ERP, en fait, c'est ou encore appelé PGI, ce qu'on appelle logiciel de gestion. Vous voyez, dans les bâtiments, on intègre des logiciels de gestion pour gérer l'administration. Les GTB, c'est la gestion technique, en fait, des bâtiments. Tout ce qui est, voilà. Donc, les SSI, c'est les systèmes de sécurité incendie. Tout ça. Voilà. C'est assez, donc, tous ces référentiels aujourd'hui n'ont pas forcément des convergences multiples. Tout à fait. Ou on est obligé de travailler, avec ce que l'on appelle en fait de spaghettiware. C'est comme la donnée produite par la GMAO sera transcrite. On est obligé de faire des développements, des scripts qui vont communiquer avec les SSI et des scripts qui vont communiquer avec l'IoT ou des ERP. Aujourd'hui, l'informatique a sa place parce que on fait appel à ce que l'on appelle le référentiel unique. Donc, qui va fonctionner de façon directe, qui sera un référentiel qui va collecter des données et qui va travailler de façon simple comme de middleware. Oui. Et fonctionner comme un graphe. Voilà. Donc, les programmeurs ont leur place et ont la possibilité de développer des applications ou des outils. Merci beaucoup. Recueillir toutes ces informations pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Super. Terminer directement, assez vite.
je chute sur ça. La slide suivante. Oui, Jean, le slide suivant, merci. Alors, c'est pour dire que le BOSS aujourd'hui va permettre à la jeunesse, aux informaticiens et développer de nouveaux métiers. Le BOSS, c'est comme l'OS d'un portable. L'OS permet de développer plusieurs applications. Donc, aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Oui. Avec le BIM, avec l'IoT, de créer de la convergence pour pouvoir gérer de façon efficace nos bâtiments, proposer des services assez performants pour améliorer l'expérience utilisateur que nous sommes.